sur ce webinaire de Quoi de neuf dans l'édition. Donc, on est sur le troisième temps de la matinée, sur les 48 qui ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Donc, plusieurs axes sont à l'honneur aujourd'hui. Donc, le lancement des collections, des labels et des séries, la mise en avant d'autrices et d'auteurs émergents et de nouveaux talents, des nouvelles maisons d'édition à découvrir, des avant-premières et des nouvelles collections de 2026. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay à la fin de sa diffusion live sur la plateforme Wissambly. Donc, ce webinaire se déroule dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui se déroulera à Paris-Montreuil Expo à partir du 26 novembre jusqu'au 1er décembre. Donc, qui aura pour thématique l'art de l'autre. Donc, voilà, vous serez accueillis par plus de 400 exposants. Donc, c'est un super événement, je vous invite à venir. Vous êtes sur le webinaire qui a pour thématique les nouveaux talents réunionnais. Et je suis en compagnie de Mélanie Costa, Perrine Barillet, Sophie Serinda et Edwina Leclerc. Donc, je leur laisse la parole et je vous laisse vous présenter. Eh bien, bonjour. Je suis Sophie Serinda. Je suis chargée de mission pour la Réunion des livres pour organiser donc le stand du Salon du livre jeunesse de Montreuil pour la Réunion des livres. Aujourd'hui, nous souhaitions mettre en avant donc une nouvelle génération d'auteurs et d'illustrateurs jeunesse qui enrichissent le paysage éditorial de l'île et qui souhaitent s'investir donc dans la littérature jeunesse. Pour cela, nous avons choisi de vous présenter 3 autrices illustratrices, 3 portraits. Donc avec Mélina Costa. Bonjour Mélina. Mélanie. Oh, Mélanie. Bonjour, pas grave. Bonjour Perrine. Bonjour. Et Edwina. Bonjour Edwina Leclerc. Donc, ces 3 autrices illustratrices ont publié cette année ou l'année dernière 3 albums qui étaient donc leurs premiers albums, à part pour Edwina, c'est ton second. Oui, c'est ça. Et qui incarnent cette vitalité en partenariat avec des éditeurs locaux, des éditeurs locaux généralistes comme Orphi, ou encore plus spécifiques en littérature jeunesse comme Zébulo. Et puis l'ouvrage donc d'Edwina, lui, est plus particulièrement un éditeur publié par un éditeur qui publie et de la bande dessinée et de la littérature jeunesse, donc Centre du Monde. Je vais partager avec vous une petite présentation. Si ça va bien fonctionner, bien sûr. Voilà. Et voici. Alors, hop. Donc, vous découvrez à l'instant les 3 ouvrages, les 3 albums de nos illustratrices autrices. Donc, Mélanie Costa avec pour titre l'album « Maman, c'est quoi le monde ?» Perrine Barillet avec Pipangaille et la Lune et Edwina Leclerc avec Magma, je ne me rappelle plus du sous-titre. Presque le meilleur sorcier. C'est ça, j'allais dire le meilleur sorcier, mais c'est presque le meilleur sorcier. Très bien. Non, c'est bon, j'ai cru qu'on avait perdu Mélanie, mais on l'a retrouvée. Ça a coupé, mais c'est revenu. Ok, super. Donc, justement, je souhaitais commencer par toi, Mélanie, qui nous offre donc cet album avec une poésie particulière. C'est donc l'émerveillement et la découverte du monde par un enfant à travers les sensations, les émotions et l'éveil des sens. Et c'est donc une maman qui va présenter le monde à son enfant. À souligner que tu as eu une grande visibilité et une reconnaissance avec cet album,
puisqu'il a fait partie de la sélection première page en 2022, 2023, 2022, c'est ça. Et on en parlera en détail. Mais la première question que je voulais te poser, c'était qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi avoir proposé d'explorer le monde à travers les sensations et les émotions plutôt qu'une approche plus factuelle? En fait, le monde dont je parle dans le livre, il est assez naturel pour moi parce que c'est vraiment le monde dans lequel je vis avec mon enfant, qui est un petit garçon qui fait partie de ces enfants qui sont très vivants et qui ne peuvent pas passer une seule journée sans poser un tas de questions, notamment des tonnes de pourquoi. Donc voilà, c'est vraiment mon quotidien qui est entouré de questions, de ressentis, d'émotions, de curiosité de tout, des gens, de ce qui m'entoure. Et j'ai voulu le retranscrire de cette façon-là. Pour moi, c'était assez naturel, en fait, de le retranscrire de cette façon-là. Dans l'album, chaque double page associe une sensation à une expérience du quotidien et invite à voir le monde avec curiosité. Est-ce qu'il y a une image ou une phrase du livre qui te tient plus particulièrement à cœur? Ouais, c'est celle que tu as montrée tout à l'heure, là, avec le bras et les frissons. Parce qu'en fait, alors non seulement mon livre, en effet, parle et évidemment parle du monde dans lequel je vis avec mon fils, mais en fait, cette page-là, précisément, j'avais un blocage. Et en parlant avec mon fils, je lui ai dit que j'arrivais pas à retranscrire les frissons, à les dessiner. Et il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très chouette et qui a complètement tout débloqué, c'est qu'il m'a dit que les frissons, c'était comme des petits bonhommes qui couraient sur la peau. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Donc en fait, j'ai reproduit tout simplement. Donc celle-ci, elle est assez typique pour moi, quoi. Parce que c'est son idée. Donc. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de la technique que tu utilises justement pour cet album? Et Ouais. je crois que c'est une technique que tu utilises aussi pour d'autres usages et qui justement te transporte dans un état de, comment dire, de flow. De flow, voilà. Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle la technique du dot. En fait, c'est que des points. Tout ce qui est corps, tout ce qui est dessin de corps, je le fais que au point. Donc, c'est vraiment un travail d'ombrage, de connaissances anatomiques pour être le plus précis possible. Donc, bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Et tout ce qui est extérieur au corps, je le fais à l'aquarelle. Exactement comme dans d'autres illustrations, parce que je suis illustratrice à côté. Donc là, c'est une période où la couleur, je la travaillais pas du tout. Et puis, la travailler dans le livre m'a permis de la travailler après artistiquement. Donc, ça a été un déblocage un peu sympa pour moi après, voilà. Donc ça, c'est plus ce que je fais aujourd'hui, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler justement de cet univers poétique et en quoi il résonne avec la place du livre, enfin la place que tu considères pour le livre et tes inspirations? C'est-à-dire justement, cet univers féerique là que tu nous proposes, enfin féerique, plus onirique, plus de rêves, d'émerveillement. Ça vient aussi, j'imagine, d'une pratique du livre et de l'importance qu'il a dans ta vie et de l'importance aussi de tes inspirations. Ouais. Alors en fait, je fonctionne un mot, une image. Et surtout, je construis toutes mes illustrations et mon texte à partir d'un ressenti émotionnel. Donc, c'est vraiment un travail quotidien qui peut être extrêmement épuisant parce qu'en plus, mon garçon est exactement pareil. Donc, ça fait double job à la maison, mais c'est merveilleux parce que ça permet d'être à l'écoute de soi, d'être vraiment dans une écoute ressentie émotionnelle et corporelle qui pour moi est hyper important. Et tout mon travail artistique
en fait, il découle de tout ça, quoi. Ouais, et puis même dans ta très jolie dédicace à la fin de l'ouvrage, donc c'est une dédicace à ton fils. Je vais juste dire retranscrire ce que tu as écrit. Donc tu parles de vivre l'émotion comme elle est, comme elle vient, avec intensité, douceur, curiosité, et toujours être en chantier de soi. C'est vrai que c'est un très beau message. Bah, pour moi, en fait, déjà, on est toujours en chantier. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, sinon, on s'encroute dans nos croyances, dans nos émotions et dans notre passé. Et ça, pour moi, c'est dans mon fonctionnement, c'est pas possible. Et ma façon d'être en tout cas, d'être à l'écoute de mon enfant, c'est que pour moi, les enfants sont les meilleurs profs. Il suffit je dis il suffit, c'est entre guillemets, mais il suffit d'écouter un peu ce qu'ils nous disent parce qu'ils ont une spontanéité et un ressenti nous, en tant qu'adultes, on occulte assez facilement, quoi. C'est un album vraiment qui encourage, qui engage la lecture partagée avec les tout petits. Exactement. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait justement le choix du dispositif Première Page de devenir un album médiateur, un lien familial, un lien social. Donc, je vais juste rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ce dispositif Première Page. C'est un dispositif national qui est une opération de promotion de la lecture dès le plus jeune âge. C'est une opération qui est très active et adaptée donc à l'île de la Réunion où l'illettrisme est important. Donc, il a 3 objectifs. Éveiller le plaisir de lire chez les tout-petits, lutter contre l'illettrisme, donc en favorisant justement cette pratique dès le plus jeune âge, et puis diffuser la littérature jeunesse, et notamment en lien avec notre territoire, donc la Réunion. Et sur l'île, le cœur du dispositif, c'est donc le fait qu'un livre neuf est offert aux parents lors de la naissance de leur enfant. Et ça se fait en partenariat avec les professionnels de la petite enfance, les médiathèques, les maternités, les éditeurs et les auteurs. Donc là, ton ouvrage, il a été distribué à plus de 4500 exemplaires. Donc c'est énorme, c'est incroyable. Et justement, quel impact t'espères que cette distribution ait sur les familles de l'île éloignées du livre? J'aimerais qu'il y ait un impact. Déjà, le premier que j'aimerais, c'est que avant la lecture, c'est que les parents aient ce réflexe d'écoute intérieure, en fait. Parce que pour écouter l'enfant, il faut savoir s'écouter soi-même, en tout cas un minima. Et pour moi, ça, c'est vraiment une démarche que je porte en moi, même dans mes ateliers avec les enfants ou en art-thérapie. La première des choses, c'est de savoir s'écouter soi et de ne pas renier ce qui se passe en soi. Après, concernant tout ce qui est lecture, en fait, ce livre, il a une double lecture, c'est qu'il a une lecture, évidemment, tout ce qui est lettrage, etc., mais c'est aussi une lecture corporelle et de faire vivre, en fait, la lecture, comme on dit, c'est les frissons qui courent sur ta peau. C'est ressentir, c'est essayer de faire ressentir juste en faisant une petite caresse comme ça sur le bras de l'enfant. C'est faire vivre la lecture. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que les enfants, en fait, ils sont dans cette construction et dans cet apprentissage en vivant, corporellement, expérientiellement. Enfin, je sais même pas si ça se dit d'ailleurs, mais en tout cas, c'est vraiment une notion très importante pour moi d'écouter ça et chez l'enfant, mais avant tout chez le parent en premier lieu, quoi. Enfin, chez l'adulte, quoi qu'il arrive, parent ou pas, quoi. Un beau message. Justement, en quoi est-ce qu'il est adapté aux petits aussi, aux tout petits, cet album?
Alors, en fait, ça, c'est des choses que j'ai apprises. Hein. C'est quand même, quand on est parent, on ne le sait pas toujours, mais il y a des étapes d'apprentissage chez les enfants. Et ce côté jouer, entre guillemets, avec son corps, être dans le tactile, dans le ressenti corporel, etc. Et ce livre permet ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il donnait une action et un résultat visuel de ce qui se passe. Et ça, pour moi, pour moi, c'est assez naturel de vivre les choses comme ça. Donc, j'imagine que ça passe aussi par une certaine simplicité, clarté au niveau de la présentation de l'ouvrage. On a le texte page de gauche et l'illustration page de droite qui reviennent. Comment se fait justement ton travail entre le texte et l'image, puisque tu as créé et le texte et l'image dans cet album-là? Ouais. En fait, mon cerveau fonctionne assez un mot, une image. Et en fait, mon métier de base, avant d'être art thérapeute, j'étais directrice artistique dans la com. Et en fait, d'avoir fait des études dans le graphisme, c'est vraiment un ping-pong graphique qui se passe. C'est-à-dire que on va me donner un brief et je vais en créer une image. Mais là, en fait, ce process, il est toujours d'actualité, même dans ce que je fais artistiquement à côté, en fait. Donc, je vais créer le texte. Je sais ce qui se passe, je sais ce que je veux et mettre des mots, en fait, sur ce que je ressens, sur les images que j'ai dans la tête, va me permettre après de créer le visuel. Eh bien, je te remercie, Mélanie, pour ce petit portrait, ces explications sur cet album si beau. Et on peut trouver des points communs, justement, avec le travail de Perrine de Barillet, qui, toi aussi, tu travailles le texte et l'image. Et je crois que, comme Mélanie, tu travailles d'abord le texte et qu'ensuite l'image prend forme. Oui, effectivement. Du coup, bonjour à tous. Concernant le livre Pipangaï, c'est comme ça que j'ai travaillé. J'ai d'abord tout simplement imaginé une petite histoire. Au début, il y avait vraiment zéro image. C'était vraiment un petit conte que je me suis raconté toute seule et que j'ai eu envie d'illustrer. Mais voilà, d'abord avec une toute première image, c'est celle qu'on voit là. Et après, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire toute l'histoire de cette façon-là, avec cette technique-là. Mais oui, c'est d'abord le conte qui a amené à l'ensemble. Et il y a un deuxième point commun avec le travail de Mélanie aussi, c'est la genèse de l'ouvrage, puisque là aussi, c'est une histoire de lien familial, de lien mère-enfant. Oui, en fait, c'est mon premier livre et il est né quand j'étais enceinte. En fait, j'étais enceinte il y a déjà quelques années maintenant et j'avais envie d'accoucher de quelque chose en avance. Et donc, effectivement, c'est un livre que j'ai écrit à l'origine, pas du tout pour des lecteurs, pour un public, tout simplement pour mon fils qui était en train de grandir dans mon ventre. Et donc, nous avons une visiteuse, une auditrice qui nous demande le titre du livre. Donc, l'ouvrage s'appelle Pipangaï et la Lune. Donc, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots l'histoire de ce livre? Oui, alors, Pipangaï, c'est un petit lapin qu'on voit là, qui habite sur l'île de la Réunion. Et ce petit lapin, il a un rêve, comme beaucoup d'entre nous. Et lui, son rêve, c'est de pouvoir toucher la Lune. Et donc, il va vivre une petite série d'aventures pour essayer de toucher cette Lune. Et donc, il va essayer plusieurs choses. Il va être accompagné pour ça avec des amis à lui, un petit tang, donc c'est une sorte de petit hérisson là, local. Un caméléon, voilà. Il va aussi avoir des obstacles qui vont arriver dans sa quête.
Et voilà, assez classiquement, c'est une succession d'obstacles, d'aides. Et puis, je ne vous dis pas la fin, mais voilà, il avance dans son cheminement personnel, avec aussi des émotions de déception, de découragement, mais aussi d'enthousiasme, d'espoir. Voilà, il avait vraiment envie, disons que j'avais envie, finalement, pour mon fils, de faire une histoire un peu à l'image de la vie, où on rencontre des obstacles, on a des envies, on a aussi des gens qui nous aident. Voilà, c'était une sorte de concentré de ce qu'on peut vivre individuellement, soit à l'échelle d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année ou d'une vie entière. Voilà, c'était vraiment l'esprit de ce petit texte-là. Ouais, on parle de persévérance, de rêve impossible, d'amitié. Ce sont des thèmes universels, effectivement, mais comme tu le dis, qui sont ancrés localement. Et pourquoi avoir justement choisi cet ancrage réunionnais? Oui, bah, effectivement, toute l'histoire se passe à La Réunion et tout au long des pages, on retrouve des liens, que ce soit des mots, des espèces, des plantes. Et en fait, tout simplement, bah, moi, ça va faire 10 ans maintenant que j'habite ici. Et quand j'arrive dans un territoire, j'aime vivre pleinement dans le territoire et aller à la rencontre des personnes, de la culture, aussi de la biodiversité locale. Et voilà, j'avais envie que ce livre-là partage à mon fils. Du coup, vous avez compris à l'origine un peu toute la richesse de ce territoire où il est né lui-même. Voilà. Donc, c'était aussi une façon, quelque part, de me lier, moi aussi, à ce territoire qui est si généreux et si beau que La Réunion. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la technique que tu as utilisée justement pour qu'on puisse reconnaître en deux, trois coups de crayon, justement, 2-3 coups de stylo, tous ces animaux, ces décors, ces arbres, cette faune et cette flore? Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être ce qu'il faut comprendre pour identifier pourquoi j'ai choisi cette technique, c'est que je sortais de plein de projets inaboutis. C'est-à-dire qu'avant ce livre, disons que j'avais tendance à voir trop grand, à faire des choses trop complexes dans plein de domaines et à ne pas aller au bout de mes idées et de mes envies. Et j'avais pas envie de transmettre ça du tout à mon fils. J'avais envie de quelque chose qui avance. Et du coup, j'ai volontairement été au plus simple. Donc, c'était du stylo, du feutre. Après, il y a eu un petit retravail numérique, mais disons que mon idée, c'était faire 10 illustrations, mais aller au bout et qu'elles soient simples dans l'exécution. Donc, on voit, hein, ça reste du dessin, mais j'ai pas spécialement retravaillé beaucoup. Et il y a beaucoup d'imperfections et ça me plaisait aussi parce que dans la vie et dans ce qu'on fait, il faut qu'il y ait des imperfections. Voilà, donc c'était un travail de ce type-là et il a été nourri par un stage que j'ai fait de gravure voilà, sur plaques plastiques complètement différent, mais voilà, quelque chose de simple, mais qui aille au bout. Et ma petite phrase fétiche, désormais, j'essaye de l'appliquer dans ma vie, dans plein de choses, je vous la partage, c'est pas parfait, mais c'est fait. Et voilà, c'est un peu l'esprit de ce livre aussi. C'est un beau mantra. Et moi, j'ai retenu une très belle phrase qu'il y a dans l'ouvrage. Si tu veux bien, je vais la lire. C'est à la fin de l'ouvrage. Je ne vais pas dire ce qui se passe parce que nos auditeurs doivent absolument voir la suite, lire le livre. Mais à la fin, on parle donc de Pipangaï et on dit « Alors souviens-toi de lui et n'oublie pas qu'ici-bas, tout comme là-haut, qu'on soit grand ou petit, avec ou sans plume, tout est possible. » Et effectivement, tout est possible. C'est-à-dire que tu venais pas du tout de l'univers du livre,
ton métier n'est pas un métier dans le livre, mais justement, eh bien, tu as pris le principe d'oser aller vers un éditeur. Oui, ça c'est vrai que c'est assez amusant de voir une sorte de mise en abîme entre l'histoire du livre où on a des obstacles, de l'entraide et puis on avance. Et puis après, le projet de ce livre où finalement, avec des obstacles, de l'entraide et on avance, il finit par être édité et puis à vivre sa vie. Et puis aujourd'hui, tout ce que ça m'apporte comme expérience nouvelle. Donc effectivement, dans l'expérience vécue au travers de ce livre, quelque chose qu'on retrouve en lien avec l'histoire. Et bien sûr, ça, c'était le message que j'avais envie de passer à mon enfant et j'essaye encore aujourd'hui au quotidien, parce qu'il est sorti, bien sûr, entre-temps, mon enfant, c'est de croire en ses rêves et voilà, de persévérer et de continuer. Donc, ouais, c'est amusant d'avoir vu qu'ensuite, ça me portait dans cette expérience de l'édition de ce livre-là. Ouais. Et c'est un message qui a été apprécié et reconnu, puisque là, pour le Noël qui arrive, l'ouvrage a été choisi par la mairie de Saint-Paul de La Réunion pour être offert à 1700 enfants. Donc, c'est là aussi une belle réussite et un petit pipangaille qui va donner des ailes avec ou sans plume à retrouver dans l'album pour tous ces enfants. Donc, c'est une belle aventure. Oui, effectivement, c'est une année, la première année de l'édition, qui se termine en beauté avec cette surprise que j'ai appris là, il y a pas très longtemps. Et c'est un plaisir d'imaginer effectivement que ce livre va pouvoir entrer dans des foyers, et en particulier, un peu comme vous le disiez avec Mélanie, peut-être dans des foyers où habituellement les livres n'ont pas forcément de la facilité à entrer. Peut-être qu'à Noël, c'est pas ça que les gens avaient prévu sous leur sapin. Ou équivalent de sapin pour ici. Mais voilà, donc c'est un plaisir parce que quand on écrit et qu'on est édité, certes, c'est plaisant de le voir sur des étagères, de le voir dans des librairies, mais en fait, on a surtout envie de le voir ouvert devant des yeux d'enfants et de parents, quoi, surtout sur un public comme ça, enfants-parents. Et c'est justement, on parlait de l'ancrage tout à l'heure. C'est vrai que cet ancrage local réunionnais résonne chez les enfants justement qui sont moins proches du livre, moins proches de la culture. Ils ont moins d'appréhension justement à aller vers quelque chose d'inconnu. Et ça, c'est je pense, un des points forts de vos ouvrages, c'est qu'ils sont à la fois ancrés localement et universels. Je te remercie, Perrine, pour nous avoir un petit peu parlé de ton ouvrage. Et on va parler maintenant on va laisser parler surtout Edwina Leclerc, qui, elle aussi, avec son album, avec son histoire, a choisi un thème important et ancré donc sur la Réunion. C'est l'histoire donc de Magma, qui est ce petit sorcier. Bonjour Edwina, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous résumer l'histoire de ce livre? Bonjour à tous. Alors, l'histoire de Magma, c'est un sorcier qui est donc déjà assez âgé, comme vous pouvez le voir sur le livre, vu qu'il a de la barbe. Et en fait, il aimerait devenir le plus grand sorcier de La Réunion. Mais chaque année, malheureusement, son stress et son angoisse est trop forte. Et il tombe dans les pommes, ce qui fait que d'ailleurs, pendant le concours de sorciers, ils ont pris pour habitude maintenant de mettre des coussins un petit peu partout dans la forêt parce qu'ils savent que leur ami Magma, sorcier, risque de tomber dans les pommes. Et tu veux parler de la fin ou pas? Non, je pense pas. Donc, dans ton album,
on explore des thèmes qui sont un petit peu complexes dans la littérature jeunesse. On va parler de la gestion de l'anxiété, du stress. Pourquoi tu as choisi justement cette thématique-là, de l'aborder de façon si frontale, mais à la fois très ludique avec cette histoire de sorcier, de concours de sorciers? Alors, il faut savoir qu'à la toute base, le premier jet d'écriture, c'était pas le stress, c'était la colère que Magma ressentait. Et quand il était très en colère, il tombait dans les pommes. Pourquoi ça a changé au fur et à mesure de l'écriture? Ça a évolué parce que je me suis rendu compte, pour être le plus en accord avec moi-même, que je suis quelqu'un de très angoissé, de très stressé. Et du coup, c'était plus simple pour moi d'écrire sur quelque chose que je connaissais mieux plutôt que la colère. Et du coup, pourquoi le concours de sorciers? Eh ben, parce que je pense que ce soit les enfants ou les grands-enfants, les adultes, on a tous des rêves complètement fous. Par exemple, devenir le plus grand sorcier du monde, mais ça peut être, pour un enfant, ça pourrait être très bon dans tel sport, ou ça pourrait être très bon dans telle chose artistique, etc., dans la cuisine, dans plein de choses. Et je trouvais que le concours de sorciers, ça amenait quelque chose d'un petit peu mystique aussi à l'histoire, que je trouvais chouette. Et ça permettait, ce qui était très important pour moi aussi, c'était vraiment de mettre un sorcier qui était Magma, qui est adulte, parce que le livre s'adresse aux enfants, bien évidemment, mais il s'adresse aussi aux adultes qui peuvent avoir encore des émotions très, très fortes, même quand ils sont grands et que des fois, ils ne savent pas trop quoi en faire, etc. Et du coup, c'est pour ça que c'était un parti pris un peu peut-être bizarre d'avoir pris un héros déjà vieux, mais je trouvais ça aussi très intéressant. Voilà. Et dans ton livre, il y a aussi on trouve des outils concrets pour justement contrer ce stress, contrer cette anxiété qui est symbolisée par une grande couleuvre. Oui. Tu peux nous parler un peu de cette couleuvre qui hante les nuits de Magma, justement? La grande couleuvre, en fait, c'est vraiment juste c'est une représentation de son angoisse, en fait. Et ça allait un petit peu plus loin, mais c'est quelque chose que je ne pourrais pas trop vous partager. Ça allait vraiment sur le vécu d'une personne qui m'est chère. Et du coup, qui a eu des soucis à la naissance avec le cordon ombilical. Et du coup, c'était aussi une petite référence à cette personne avec la couleuvre qui est assise sur Magma et Magma qui suffoque. Et c'était un petit peu aussi, c'était un clin d'œil en tout cas. Voilà. C'était aussi un clin d'œil à ça. Aux petits lecteurs, on peut peut-être, aux personnes qui sont là, qui nous écoutent, on peut peut-être donner quelques tips justement que donne l'ouvrage. Magma, il est accompagné de deux personnages qui sont donc Musique et j'ai un trou de mémoire. Malice, ouais. Musique et Malice. Et donc Musique, elle conseille à Magma justement quand il est stressé, quand il se sent stressé, de prendre une fleur frangipanier et de penser à eux. Et comme cela, justement, le stress va être déplacé, va être oublié et Magma ne va plus que ressentir le bien-être et l'amour de ses amis. En fait, c'était aussi, je trouve que c'est important de donner des clés aux enfants pour mieux s'ancrer dans le présent des fois, s'ils ont des émotions qui sont trop fortes. Et je trouvais que les 5 sens étaient le truc le plus simple pour s'ancrer dans le moment présent. Ça peut être, là pour le coup, j'ai choisi l'odeur de frangipanier, de fleurs de frangipanier, mais ça aurait pu
ça aurait pu, par exemple, être quand le vent souffle dans les arbres, ça aurait pu être entendre les feuilles qui font du bruit ou des choses comme ça. Et en fait, oui, c'est aussi une manière de penser à la fleur de frangipanier, la sentir, etc. C'est... attendez, je perds mes mots. C'était aussi ramener les choses vu que Magma a du mal à respirer, c'était en effet, c'est quelque part déplacer un petit peu le problème pour voir si en pensant à autre chose, en regardant ce qui l'entoure, il pourrait pas justement surpasser ce problème d'angoisse. Il y a une personne qui est en train de nous écouter et qui dit les couleurs sont ensorcelantes pour ce fabuleux petit sorcier. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la palette de couleurs que tu as utilisée, notamment pour donner cette ambiance de l'océan Indien, de cette forêt, de ces tamarins, et aussi la lumière. La lumière est très présente dans l'ouvrage. Ouais. Juste avant, Edwina, je tiens à vous dire qu'il reste un peu moins de 10 minutes. Donc voilà, je ne sais pas encore combien de points vous avez à aborder, mais c'est bon. Ouais, ça va être bon. Ça marche. Alors, pour les couleurs de Magma, il faut savoir que personnellement, dans mon métier, les couleurs, c'est la chose à laquelle je suis la plus attachée parce que ça me touche énormément. Et du coup, avant de commencer chaque illustration, je fais toujours une petite palette de couleurs à côté pour savoir un peu dans quelle ambiance je vais partir, etc. Et j'aime bien que chaque page, ça change de couleur parce que j'aime bien donner en tout cas, c'est ce que j'aime faire, une ambiance différente dans chaque page. Et on reconnaît, c'est vrai que dans les couleurs que je peux utiliser, on reconnaît un peu ce côté flamboyant de la Réunion avec des couleurs qui sont très vives, une végétation qui est très dense. Quand on va à Salazie, par exemple, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est complètement... il y a des verts de toutes les couleurs différentes. C'est impressionnant. Et donc là, on parle plutôt des décors, des ambiances, mais il y a aussi un travail énorme sur les personnages. Là, j'ai fait défiler un petit peu justement les recherches que tu avais faites pour Magma, ce sorcier. C'est un travail préparatoire qui doit être intense et long. C'est long, ça prend du temps, c'est vrai, mais c'est aussi la partie très amusante. C'est la partie très amusante parce qu'on est encore en train de rechercher les formes, on ne sait pas encore sur quoi on part exactement. Et c'est là où c'est hyper intéressant de commencer à donner des attributs à chaque personnage. Par exemple, Musique va être tout en bleu, Malice va être en vert et en jaune, et Magma, forcément, vu qu'il s'appelle Magma, va être rouge. Mais au niveau des personnages et de leur posture, c'est aussi leur donner quelque chose de très vivant, essayer de leur donner une âme pour que les enfants puissent se reconnaître en eux également. On peut dire aussi que tu autre que illustratrice et autrice, tu fais aussi du dessin animé. Oui, absolument. Donc, on retrouve un petit peu cet univers dans ces recherches de personnages, je trouve. C'est vrai. Et puis, la dernière petite chose que je voulais évoquer avec toi, tu nous as dit que tu ne voulais pas qu'on parle de la fin de cet ouvrage. Donc, je vais juste répéter qu'il est édité chez Centre du Monde parce qu'on m'a demandé dans le chat. Donc la fin, est-ce que c'est vraiment une fin? Est-ce qu'on dit vraiment au revoir à Magma, Malice et Musique? Eh ben non. Non, c'est pas la fin. En fait, quand j'ai eu l'idée de Magma, j'ai eu 2 autres idées d'histoire en même temps. Et j'aimerais en fait faire 2 autres livres qui vont se concentrer sur les 2 autres lutins. Donc en fait, chaque lutin va avoir son histoire.
Donc, Magma a déjà eu son histoire, mais Musique et Malice vont avoir leur histoire à eux, toujours accompagnés par les 2 autres lutins et d'autres personnages. Musique, pour vous donner très brièvement le synopsis, un cyclone va passer sur l'île de la Réunion. Et vu qu'elle a l'habitude de communiquer avec les animaux par le biais des instruments de musique, tous ces instruments vont être cassés dans la boue, etc. Et du coup, elle va devoir trouver une solution pour continuer à communiquer avec les animaux. Et pour l'histoire de Malice, c'est un peu plus complexe. Il va avoir la bonne idée d'aller voler une petite statuette chez Grand-mère Cal. Et malheureusement, quand il va la ramener chez lui, la forêt va commencer à dépérir autour, en fait. Voilà, pour donner de nouvelles thématiques. Voilà. L'heure se termine bientôt. Je voulais vous remercier toutes les 3. On a abordé quelques points. Donc, les thématiques de vos ouvrages, comme on le disait, elles sont universelles. On parle de sensations, on parle de rêves, on parle de maîtrise de soi. Je vais juste rappeler, ça va, je sais pas, je crois pas qu'on puisse remettre au début. Voilà. Tout. Hop. Je vais juste rappeler donc le titre de chacun de vos ouvrages, pardon. Maman, c'est quoi le monde qui paraît aux éditions Orphie, donc de Mélanie Costa. Pipangaille et la Lune, paru aux éditions Zébulo de Perrine Barillet. Et Magma, presque sorcier de la Réunion. Presque le meilleur sorcier, c'est ça. Presque le meilleur sorcier, parce qu'il n'est pas meilleur. On dit rien, mais c'est pas le meilleur. Mais j'ai rien dit. Et donc, il est paru aux éditions Centre du Monde. Je vous remercie toutes les 3. Et puis, merci. Pour les personnes qui sont en métropole, je vous invite à venir donc sur le stand de la Réunion des livres. Hop, voilà. Donc, le stand, c'est le G25. On est au premier étage. Et on aura 4 auteurs invités donc qui feront le voyage avec nous. Donc, il y aura Yazou Ahmad, il y aura Issa Boune, il y aura Griotte et Natacha Eloi. Donc, ils seront là pendant toute la durée du salon et qui interviendront aussi lors d'animation. Et puis, on aura une petite dizaine d'auteurs, illustrateurs de tout l'océan Indien qui viendront en dédicace nous voir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie, et merci aussi Edwina, Mélanie et Perrine pour nous avoir brillamment exposé vos créations. C'était superbe. Je pense que tout le chat est d'accord. Il y a plus de remarques dans le sens c'est magnifique que de questions. C'est ça. Je me suis permise justement de laisser parler un petit peu plus les autrices illustratrices. C'est très bien. C'est un travail remarquable et remarqué. C'était remarquable et remarqué. Donc, pour les participants au webinaire, sachez que nous, on est en ligne jusqu'à 18h, où il y aura d'autres webinaires dans les 5 salles. Et donc, ensuite, vous pourrez retrouver ce webinaire-là en replay et ainsi que tous les autres. Donc, aussi, comme vous l'a dit Sophie, vous pourrez retrouver la réunion, c'est la réunion des livres. La réunion des livres sur le Salon du Livre, qui aura lieu du 26 novembre au 1er décembre. Et vous pourrez retrouver aussi tout le programme sur le site slplj.fr. Merci à tous. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.